La journée d'études va continuer pour sa dernière partie avec en tout premier lieu Dominique Mongin. Dominique Mongin a une riche carrière derrière lui, puisque docteur en histoire à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il s'est intéressé dès sa thèse intitulée « La genèse de l'armement nucléaire français 1945-1958 à l'arme nucléaire ». Il a travaillé successivement au ministère de la Défense, à l'autorité de régulation des télécommunications et au SGDN, avant de devenir rapporteur de la commission du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008. Il est aujourd'hui chercheur et enseigne à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, et à l'ENS. Il a publié plusieurs ouvrages de référence sur les questions nucléaires notamment, la direction des applications militaires au cœur de la dissuasion nucléaire française en 2016, résistance et dissuasion en 2018 et également dissuasion et simulation de la fin des essais nucléaires françaises au programme simulation en 2018. Il va aborder un sujet tout à fait important, la Corée, l'OTAN et le programme nucléaire de défense français. Cher Dominique Mongin, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir proposé ce sujet que je trouvais assez original parce que donc la Corée, l'OTAN et le programme nucléaire de défense français, on peut se demander effectivement quels sont les rapports entre guerre de Corée et programme nucléaire de défense français, sachant que le programme nucléaire militaire français a été lancé secrètement sous Pierre Mendès France, donc à la fin de l'année 1954. Ensuite, autre question, quid des rapports entre OTAN et programme nucléaire de défense? Et on verra qu'en fait, il y a un certain lien, parce que les grands penseurs stratégiques ont eu généralement une expérience à l'OTAN. Donc en fond d'écran, en fait, on voit une dimension européenne de la guerre de Corée à travers ce sujet et ses implications sur la politique de défense de la France. Donc je m'intéresserai à trois thématiques. Quid de la dimension nucléaire de la guerre de Corée et sa perception en France? Deuxième point, quid du positionnement de la France face à l'évolution de la stratégie de l'OTAN? Et troisième point, quid de l'évolution du programme nucléaire de défense français dans ce contexte? Donc premier point, quid de la dimension nucléaire de la guerre de Corée et sa perception en France? Donc on voit que la guerre de Corée, en fait, on a une situation paradoxale. C'est à la fois une guerre chaude en Asie, une guerre chaude au sein de la guerre froide, et en même temps c'est la première crise nucléaire potentiellement grave de la guerre froide. Et dans une certaine mesure, la perspective de l'emploi de l'arme nucléaire apparaît indissociable de la guerre de Corée, même si évidemment on va relativiser cette affirmation. Mais autre paradoxe, on assiste aux États-Unis pendant cette période, précisément 1950-1953, à la mise en place de la doctrine de dissuasion nucléaire américaine. Donc c'est une étape très importante. Encore une fois, si l'arme nucléaire a été expérimentée par les Américains dès 1945, la mise en place de la doctrine de dissuasion date du début des années 50. On peut dire à la fin des années 40, avec une première directive en 1948, mais ça sera vraiment avec la NSC 60 en 1950 qu'elle va être vraiment mise en œuvre. Alors, je rappellerai ici rapidement le contexte nucléaire, qui est évidemment bien connu, mais août 49, donc le premier essai nucléaire soviétique, qui annonce la fin du monopole américain, ce qui est donc un tournant fondamental pour les États-Unis. En janvier 1950, la décision du président Truman de fabriquer la bombe thermonucléaire. En février 50, l'arrestation à Londres de l'espion soviétique Klaus Fuchs, qui a un retentissement considérable, sachant qu'on commence à découvrir l'ampleur de l'espionnage soviétique dans le programme Manhattan. En avril 51, la condamnation à mort des époux Rosenberg, et là, il suffit de lire la sentence par le juge, vos agissements ont provoqué l'agression communiste en Corée. Donc ça, c'est en avril 51. Parallèlement, on voit très clairement que du côté américain, il y a une volonté de faire mieux connaître le rôle du nucléaire militaire. Et en particulier, en avril 52, on voit par exemple la diffusion en direct à la télévision américaine d'essais atomiques dans le Nevada. C'est évidemment une grande première. En octobre 1952, c'est le premier essai nucléaire britannique.
En novembre 1952, c'est le premier essai de bombe thermonucléaire américaine, même si à l'époque l'arme n'est pas encore opérationnelle. Et août 1953, donc juste après la fin de la guerre de Corée, c'est le premier essai de bombe thermonucléaire soviétique. Encore une fois, les essais nucléaires ont toujours une signification politique. C'est faire passer un message à l'adversaire potentiel, faire passer aussi un message à ses alliés. Alors, quelle est la politique déclaratoire américaine dans ce contexte ? D'abord, la conférence de presse du président Truman du 30 novembre 1950, qui montre que l'agression contre la Corée a une dimension mondiale, mais aussi et surtout la nécessité d'augmenter rapidement la puissance militaire combinée des nations libres. Et au passage, il prévoit une hausse importante de la Commission de l'énergie atomique américaine, l'Atomic Energy Commission. Mais ce qui a inquiété beaucoup en Europe de l'Ouest, et en particulier en France, c'est lors de cette conférence de presse du 30 novembre 1950, donc encore une fois le 30 novembre, donc on est quelques mois après le déclenchement de la guerre en Corée. Et donc là, je reprends rapidement le verbatim tel que repris par le journal Le Monde à l'époque. À la question qui lui est posée, est-ce que, quand vous dites faire face à la situation militaire, est-ce que cela inclura la bombe atomique ? Truman répond, cela inclut toute arme que nous avons. Autre question, cela signifie-t-il que l'emploi de la bombe atomique est pris activement en considération ? Et Truman répond, son emploi a toujours été pris en active considération, tout en précisant qu'il faut éviter de l'employer. Donc cela aura des répercussions très importantes, cette conférence de presse en Europe de l'Ouest, comme je l'ai dit, et on verra une concertation franco-britannique appelant le président Truman à la modération, parce qu'évidemment, derrière ces déclarations, il y a le sort de l'Europe, il y a le sort de l'Indochine. C'est comme ça que cela est perçu en France. Donc cela provoquera d'ailleurs une politique de réassurance du côté américain et une baisse de la tension. D'ailleurs, assez vite, Truman va réagir. D'ailleurs, Truman n'a jamais vraiment considéré réutiliser l'arme nucléaire. Encore une fois, il l'a utilisé à 2 reprises. Dans son esprit, il était hors de question de l'utiliser une nouvelle fois. Et d'ailleurs, lorsque le général MacArthur va prendre des initiatives pour envisager une intervention militaire en Chine, sur le sol chinois, et en particulier en s'appuyant sur des armes nucléaires, Truman réagira très vite en destituant, en avril 1951, le général MacArthur. Et à cette époque, on peut considérer que c'est un double message de Truman à Staline et à Mao. La Corée ne fait pas partie des intérêts vitaux des États-Unis. Le concept de dissuasion nucléaire est désormais opérationnel. Ce qu'il faut, c'est prévenir l'emploi de l'arme. Alors les choses évolueront un peu avec la nouvelle administration américaine, avec l'arrivée du président Eisenhower, qui, dès son discours sur l'état de l'Union en février 1953, rappelle que les États-Unis doivent être en mesure d'effectuer des représailles sous forme de dommages massifs contre un adversaire. Donc en fait, ce que l'on voit se constituer, c'est progressivement la stratégie de New Look des représailles massives. Donc, jusque-là, je parlais du déclaratoire. Maintenant, je vais parler très rapidement de décisions, de réunions secrètes, en particulier du National Security Council, le NSC, et notamment lors d'une réunion du NSC en mars 1953. Donc en mars, Eisenhower n'exclut pas de briser le tabou nucléaire, si nécessaire. Et c'est John Foster Dulles qui dira après coup que c'est la détermination d'Eisenhower, en faisant passer aussi des messages aux adversaires, a probablement incité l'armistice, incité les soviétiques à accepter l'armistice. Bien sûr, on sait très bien que le décès de Staline a joué un rôle fondamental. En l'occurrence, le nucléaire a certainement pesé dans la balance également. D'ailleurs, lors d'une réunion du NSC en décembre 1953, donc bien après la fin de la guerre, Eisenhower se dira même prêt à réutiliser l'arme nucléaire à utiliser plutôt l'arme nucléaire contre la Chine en cas de reprise de la guerre de Corée. Alors maintenant, je voudrais revenir rapidement sur les perceptions contradictoires en France. Donc ça a déjà été évoqué tout à l'heure, en particulier à travers les relais communistes, donc je ne vais pas y revenir. Juste rappeler évidemment le lancement de l'appel de Stockholm en mars 1950, dont le premier signataire est quand même un grand atomicien français, à savoir Frédéric Joliot. Et donc là aussi, ça a un impact considérable. À l'époque, Frédéric Joliot est encore haut commissaire à l'énergie atomique.
donc c'est-à-dire l'une des deux têtes de l'exécutif du commissariat de l'énergie atomique. Et donc il va participer à cette campagne qui a été rappelée tout à l'heure d'utilisation d'armes bactériologiques par les Américains. En fait, c'était une idée qui avait été lancée par Chou En-lai en février 1952, avec évidemment l'idée de faire un lien avec les autres types d'armes de destruction massive, et en particulier évidemment l'arme nucléaire. Donc on sait depuis que, évidemment, c'était absolument non fondé cette accusation, mais en l'occurrence, on voit qu'il y a plusieurs relais, et en particulier celui de Frédéric Joliot, qui est président du Conseil mondial de la paix, donc c'est en mars 1952, donc après sa destitution en tant que commissaire, les manifestations importantes qui ont été rappelées tout à l'heure. À côté de ça, on voit d'autres relais, donc, et en particulier des relais neutralistes, entre guillemets, et là, je parle plus particulièrement dans les milieux intellectuels, et en particulier à travers la revue Esprit, une grande revue intellectuelle, qui là évolue, je dirais, en donnant un certain crédit justement aux thèses communistes, même s'il prend ses distances. D'ailleurs, et la revue Esprit prendra largement ses distances 30 ans plus tard, en particulier au moment de la crise des euromissiles, où là on verra au contraire la revue défendre la dissuasion nucléaire face à la menace soviétique. À côté de ça, on voit des relais évidemment beaucoup plus atlantistes, avec une période phase sur la période 1950-1952, et en particulier la grande figure intellectuelle de l'époque des milieux atlantistes, c'est bien sûr Raymond Aron, à travers ses articles dans Le Figaro, où il montre que la guerre de Corée est une nouvelle étape en direction de la guerre illimitée, donc c'est un défi lancé aux États-Unis. Le premier objectif réussi de l'intervention militaire américaine, dit Raymond Aron, c'était de montrer la valeur de la garantie des États-Unis vis-à-vis de l'Europe occidentale. C'est la raison pour laquelle il fait aussi un parallélisme entre la situation en Corée et celle en Allemagne fédérale, enfin, ou l'Allemagne en général. D'ailleurs, il publie en 1951 un livre qui s'appelle « Des guerres en chaîne », où il met d'ailleurs en garde avec la fin du monopole atomique. Il met en garde les États-Unis contre la démobilisation sur le plan conventionnel, qu'effectivement, il a eu le point fondamental à l'époque, c'est le déséquilibre conventionnel en faveur de l'Union soviétique sur le sol européen. Et donc le risque de prise en otage de l'Europe en cas de guerre totale. Alors j'en viens maintenant à mon deuxième point, qui est le quid du positionnement de la France face à l'évolution de la stratégie de l'OTAN. Donc je rappellerai rapidement le contexte. Donc on le sait, le traité de l'Atlantique Nord est signé en avril 1949, et en même temps, le pacte atlantique, à l'époque, n'a pas de bras armés. En tous les cas, pas tout de suite. Et d'ailleurs, ça soulève une inquiétude du côté français. En particulier, ici, je reprendrai très rapidement le verbatim de l'entretien entre Jean Chauvel, qui est le diplomate représentant de la France au Conseil permanent, qui est représentant donc, permanent au Conseil des Nations Unies, avec le président Vincent Auriol, où la question se pose, c'est la question de la consultation de la France sur la politique de sécurité menée par les États-Unis, en particulier à la suite de décisions américaines de fabriquer la bombe H. Voilà ce que dit donc rapidement Jean Chauvel. Nous avons adhéré au pacte atlantique pour notre sécurité militaire, et à ce moment-là, les Américains pouvaient nous apporter un secours immédiat. Ils avaient une avance de 5 ans sur les Russes en ce qui concerne les armements et la bombe atomique, donc l'aide immédiate était certaine. Nous avions alors ce délai de 5 ans pour nous préparer à résister en Europe, et par conséquent, le pacte était extrêmement utile de ce point de vue. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, et ça il le dit donc en février 1950. Donc encore une fois, c'est un peu avant le déclenchement de la guerre de Corée, mais c'est un point important. L'avance qu'avaient les États-Unis n'existe plus, et ils ne pourraient pas nous porter un secours immédiat si nous étions attaqués, d'autant plus que l'utilisation de la bombe rendrait tout débarquement impossible. Donc on voit que les États-Unis vont réagir très vite d'ailleurs, et c'est là où la guerre de Corée va constituer vraiment un déclencheur, une prise de conscience du côté américain sur le fait qu'il est indispensable vis-à-vis des alliés européens de mettre en place une structure, ce qui va devenir l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, à partir donc de décembre 1950, donc quelques mois après le déclenchement de la guerre de Corée. Donc c'est là où on voit encore les liens entre guerre de Corée et situation en Europe. Donc cela permettra de créer plusieurs organismes, en particulier le SACEUR, donc le commandant suprême des forces en Europe, et également l'organisme qui va avec, le SHAPE, qui sera créé en 1951 à Rocancourt. Mais au préalable avait été créé dès 1949
un groupe permanent qui s'appelle le Standing Group. Et à l'époque, c'est ça qui est intéressant, ce groupe était conçu comme un directoire à trois entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, avec l'idée d'animer le comité militaire au sein de l'Alliance Atlantique. Donc ensuite est créé également un autre organisme qui va jouer un rôle important dans la définition de la stratégie nucléaire, qui s'appelle le New Approach Group, en septembre 1952, qui est à l'époque composé de 2 officiers américains, un officier britannique et un officier français. Donc au passage, ce qui est intéressant, c'est que le colonel gallois, le futur général gallois, participera à ce New Approach Group. Donc ce New Approach Group va être chargé en particulier à partir de 1954-1955, donc après notre période, mais c'est important de remettre ça en perspective, de la nucléarisation de la stratégie de défense continentale de l'Alliance. Alors en même temps, on voit les limites à l'époque de l'influence française au sein de l'OTAN. Si la France a joué un rôle très important pour demander la création de l'Alliance Atlantique, on voit très clairement que son influence, même si elle était très active pour avoir un rôle assez leader, en particulier avec le fameux directoire à 3 dont je viens de parler, idée qui sera reprise en 1953 et qui sera bien entendu reprise en 1958 par le général de Gaulle lors de son retour au pouvoir, on voit que cette idée-là, en fait, est très ancienne. Et donc c'est là où le déclenchement de la guerre de Corée va jouer un rôle important et pose de manière pressante plusieurs questions clés en Europe occidentale. D'abord, la crédibilité de la dissuasion élargie américaine à l'Europe occidentale. 2, la question du réarmement de l'Occident et en particulier de l'Allemagne fédérale. Et là, les États-Unis vont jouer un rôle très important pour faire pression en faveur de ce réarmement. Et ensuite, la création d'une armée européenne, qui sera en fait une réponse française à cette idée de réarmer l'Allemagne occidentale, pour l'englober précisément ce réarmement de l'Allemagne occidentale dans une armée européenne. Donc le futur projet de communauté européenne de défense, qui va émerger donc dès novembre 1950 avec le plan Pleven. Alors en même temps, la guerre de Corée, c'est une impulsion décisive à la mise en œuvre aux États-Unis de la doctrine de dissuasion nucléaire américaine, comme je l'ai dit, en particulier à travers le document NSC 68, qui est adopté en avril 1950, mais qui est en fait entériné par Truman en septembre 1950, donc juste après la guerre de Corée. Donc là, encore une fois, il y a une prise de conscience sur la nécessité maintenant d'aller plus vite et de mettre en œuvre une véritable politique ferme de containment à travers la dissuasion nucléaire. D'ailleurs, on voit plusieurs mémorandums du gouvernement français en août 1950 qui prônent une mise en place d'une défense intégrée en Europe et un engagement accru des forces américaines sur le sol européen. Et cette idée sera d'ailleurs reprise dans le Conseil de l'Atlantique Nord de septembre 1950 avec l'idée d'instituer une force intégrée et de réarmer l'Allemagne occidentale. Mais comme je l'ai dit, le problème qui se pose à la France, c'est que 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour beaucoup de Français, il est difficilement acceptable de voir l'Allemagne fédérale se réarmer. Donc d'où l'idée du plan Pleven en octobre, et non en novembre, comme je viens de le dire, en octobre 1950, avec l'idée de contrôler l'inévitable réarmement allemand. D'ailleurs, on voit percer cette inquiétude à travers les archives. Là, je prends un exemple, une note en janvier 1951 du général de la Boisse, qui est attaché militaire à Washington, qui explique qu'en cas de guerre en 1951, il n'y aurait pas d'aide terrestre importante en Europe de la part des forces américaines. Donc là, on est en janvier 1951. Que le soutien militaire américain, ce serait essentiellement le Strategic Air Command, donc l'aviation, donc le bombardement aérien. Cela pose donc la réalité de la dissuasion nucléaire élargie américaine à l'Europe continentale et aussi de la question de son engagement militaire conventionnel. Donc cette préoccupation sur le conventionnel donnera lieu à la conférence de Lisbonne en février 1952, où là les alliés de l'OTAN se mettront d'accord pour un réarmement très important sur le plan conventionnel, mais en fait les objectifs étaient beaucoup trop ambitieux et les objectifs ne seront pas atteints, avec l'idée de mettre en place 50 divisions, qui ne sera pas atteint. Ensuite, l'année suivante, donc sous l'administration Eisenhower, on voit l'adoption, là aussi de manière unilatérale, de la nouvelle stratégie
américaine, avec la stratégie du New Look dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui sera officialisée publiquement avec le discours de Dulles en janvier 1954 sur les représailles massives. On revient toujours à cette idée, parallèlement d'une idée française d'un partenariat stratégique à trois entre la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, avec l'idée d'essayer d'influer de manière un peu plus lourde les décisions au sein de l'OTAN. Ce sera l'un des enjeux de la conférence des Bermudes en décembre 1953, au cours de laquelle Foster Dulles va menacer la France d'une révision déchirante de la politique américaine à l'égard des alliés européens, l'un des points de blocage étant la question de la communauté européenne de défense. Alors j'en viens maintenant à l'influence du cadre OTAN sur les stratèges français. Si encore une fois la France a eu une influence limitée au sein de l'OTAN, dans les stratégies de l'OTAN, où encore une fois on voit le leadership américain dans ce domaine, on voit qu'à côté de ça, peut-être même à contrario, que le cadre OTAN a joué un rôle important dans la formation des grands stratèges français du nucléaire. On voit par exemple que le général Paul Elie a été affecté au Standing Group en 1950 et qu'à cette place, il va prôner l'idée qu'il faut étendre les compétences de l'OTAN, élargir le champ de compétences géographiques de l'OTAN pour que l'OTAN ait une stratégie mondiale. Et ça donnera lieu, c'est là où l'influence française peut avoir aussi une certaine acceptation, l'adoption par le Conseil de l'Atlantique Nord de décembre 1952, adoption du mémo français sur l'interdépendance des trois zones stratégiques, Europe occidentale, Moyen-Orient, Extrême-Orient. Alors un peu plus tard, le même général Paul Elie, en tant que chef d'état-major des armées, adressera une note au ministre de la Défense, René Pleven, en mars 1954, donc là on est après notre période, en faveur du lancement du programme atomique militaire français, en soulignant que c'est l'un des critères clés des grandes puissances, et le fait de devenir une puissance nucléaire. Donc, autre officier qui a joué un rôle important dans la définition de la stratégie nucléaire française, à l'époque colonel Pierre Gallois, affecté en août 1953 au SHAPE et au New Approach Group. Donc pour lui, et d'ailleurs quand on en discutait avec lui, avec le général Gallois dans les années 80, on voit très, très clairement que que le fait d'avoir travaillé avec des officiers américains dans le cadre de l'OTAN, cela a beaucoup contribué à mûrir sa réflexion sur la dissuasion nucléaire. Et ça, c'est un point tout à fait capital. D'ailleurs, le colonel Gallois va soutenir à l'École supérieure de guerre aérienne en septembre 1954 un mémoire précisément sur le nucléaire, dans lequel il va souligner que l'arme nucléaire est une arme efficace de découragement à l'agression. Alors, parallèlement, donc là, encore une fois, je suis un peu dans la période postérieure, là je suis en 1954, mais c'est important. On voit que le plan Gruenter va être approuvé, donc le plan Gruenter, donc le SACEUR de l'époque, qui prévoit une stratégie de l'avant en Europe, donc une véritable stratégie de défense européenne, est approuvé, ce plan, le plan Gruenter, par le comité des chefs d'état-major français en septembre 1954. Il prévoit l'intégration des moyens atomiques dans les dispositifs de défense occidentaux, l'étroite conjugaison des possibilités des forces stratégiques américaines avec ces moyens. Mais en France, la conclusion, et ça on le voit très clairement, la conclusion pour le comité des chefs d'état-major, c'est, encore une fois, on est en septembre 1954, la France ne peut plus ajourner l'effort à faire dans le domaine des armes atomiques. Et je cite le compte-rendu de ce comité, « L'importance déterminante des armes atomiques fait que désormais seuls les pays possédant en propre des armements de cet ordre conserveront une certaine autonomie de défense et pourront avoir une influence réelle dans le développement des plans communs. » L'année suivante, en 1955, le général Valluy, qui est représentant français au Standing Group, tire les conséquences de la stratégie de dissuasion nucléaire américaine dans une note du 24 août, adressée au chef d'état-major des armées, le général Guillaume. Il émet des doutes quant à la validité de la garantie nucléaire américaine en cas de conflit avec l'URSS, et il conclut « Le fait que nous possédions en propre aucune arme nucléaire constitue un trou béant dans nos possibilités de défense. D'où la nécessité de moderniser l'armée française et d'anticiper une fermeture du club atomique,
ce qu'il appelle le Yalta de demain. Donc, c'est-à-dire qu'on est en 1955, 13 ans plus tard, il y aura le TNP qui sera signé. Donc c'est intéressant de voir comment on a anticipé le mouvement. Troisième et dernière partie, quid de l'évolution du programme nucléaire de défense dans ce contexte? Donc c'est intéressant de voir toute cette réflexion qui est menée à partir en particulier du début des années 50, à une époque où la France n'a pas encore lancé de programme nucléaire militaire de défense, de programme nucléaire militaire, sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas avant la fin de l'année 1954 sous Pierre Mendès France que la décision sera prise. Donc je rappelle ici le contexte, donc création du commissariat à l'énergie atomique en octobre 1945, qui prévoit à la fois les applications civiles et les applications de défense nationale de l'énergie atomique. Donc ça, création par le général de Gaulle, bien sûr, c'est important. Ensuite, sur le plan technique et technologique, la première réalisation, c'est la divergence d'une pile de recherche qui s'appelle la pile Zoé en décembre 1948. En avril 1950, comme je l'ai déjà dit, Frédéric Joliot est démis de ses fonctions, mais à l'époque, il reçoit un large mouvement de soutien au sein même du CEA. Alors même que Joliot, en fait, par ses déclarations, il a fait des déclarations disant que jamais il ne contribuerait à travailler, à construire des engins qui permettraient de s'attaquer à l'Union soviétique. Et il soutient en avril 50, lorsqu'il est démis, lorsqu'il est obligé de démissionner, que le CEA n'est pas un organisme de défense nationale. Encore une fois, ce n'était pas ce que disait l'ordonnance de création du CEA en octobre 1945. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la période qui correspond à la période de la guerre de Corée, donc 1950-1953, il n'y a pas encore de décision formelle, je l'ai dit, pour lancer un programme nucléaire militaire, mais pour la bonne raison, de toute façon, c'est qu'on est sur le plan technologique, on est dans ce qu'on appelle un tronc commun. C'est-à-dire qu'on lance un mouvement, notamment pour réaliser des réacteurs nucléaires. Mais la décision de savoir si on se lance ou non dans un programme nucléaire militaire, elle ne pourra être prise qu'à l'issue de son tronc commun, je vais y revenir. Cela n'empêche pas qu'il y a des initiatives militaires qui ont été prises assez vite au sein des armées. D'abord, je parlerai des initiatives sur le plan institutionnel. D'abord, très vite, le premier service des armées qui s'est intéressé à ces questions, c'est le service des poudres, dès 1945, qui va s'intéresser très vite à la question de l'uranium enrichi. Mais en fait, plus concrètement, c'est à partir de mai 1950, donc juste avant notre période ici, création en mai 1950 du groupement Y au sein de la section technique de l'armée, qui va s'intéresser à ces questions, notamment sur l'instruction sur l'emploi de l'arme, les mesures de protection, c'est surtout ça qui intéresse au début, et les précisions sur la guerre atomique. À l'époque, il n'est pas encore question de fabriquer l'arme nucléaire. En même temps, c'est intéressant de noter une note du 17 juillet 1950, donc quelques semaines après le déclenchement de la guerre de Corée, une note du général Blanc, qui est à l'époque chef d'état-major de l'armée de terre, au secrétaire d'État aux forces armées guerre, Max Lejeune. Je cite, « Il semble inutile de souligner l'intérêt que présente une telle question », donc la question de l'arme nucléaire. « Et il est hors de doute que tout doit être mis en œuvre pour que l'équipe mise en place travaille au plus vite et au mieux. » Donc encore une fois, au début, on s'intéresse aux effets de l'arme nucléaire pour mieux s'en protéger. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse envisager ultérieurement de s'intéresser à la fabrication de l'arme. Et la réaction de Max Lejeune est assez rapide. Il écrit au ministre de la Défense, Jules Mock, dans une note du 7 août 1950, en disant que de telles études au sein des armées ne peuvent, à mon avis, être conduites dans le cadre du secrétaire d'État aux forces armées guerre. Elles doivent faire l'objet d'une coordination à l'échelon de la défense nationale et peut-être même à celui de la présidence du Conseil, en liaison avec le commissariat à l'énergie atomique. Donc ça, c'est un point capital, encore une fois, parce que, précisément, l'ordonnance de création du CEA prévoyait les questions de défense nationale et le rôle clé du CEA en la matière. En fait, celui qui, au sein de l'armée de terre, va être chargé précisément de coordonner les travaux, c'est le colonel Ayoret, qui devient, en janvier 1952, le commandant des armes spéciales. Il va être chargé de l'instruction des cadres spécialisés de l'armée de terre et de la diffusion d'informations au sein de l'armée de terre. À l'époque, on se focalise sur l'armée de terre. Le commandement interarmé des armes spéciales sera créé en 1958.
avec à sa tête le général Ayoret, qui viendra juste après chef d'état-major des armées. Donc, à l'époque, en janvier 1952, le commandement des armes spéciales va s'intéresser à la faisabilité de fabriquer une arme nucléaire. Et il remet un premier rapport en mars 1952, dans lequel il dit que si on se lançait dans une arme nucléaire, il faudrait un délai de 5 ans. J'en viens maintenant à la question de la sensibilisation des armées au nucléaire de défense. Donc là, on le voit très clairement, l'action précoce du colonel Ayoret. D'ailleurs, il fait une conférence devant la 4e promotion de l'école supérieure de guerre en décembre 1950 sur la possibilité de la guerre atomique, où là, il va montrer que ce type de guerre valide la théorie du général Douhet, donc le célèbre général italien de l'entre-deux-guerres, sur le bombardement stratégique. Et il évoque déjà la possibilité de l'emploi tactique de l'arme nouvelle. Parallèlement, il y a une autre action qui est menée en interne au sein des armées, une autre action de sensibilisation en direction des armées, qui est celle du général Bergeron, qui est président du comité d'action scientifique de la défense nationale, où il va en particulier faire des conférences devant l'IHEDN. La seule différence entre les deux hommes, c'est que le général Bergeron se montrera tout à fait opposé à ce que lorsque sera décidé le lancement du programme nucléaire militaire français, ce soit le CEA, le commissariat de l'énergie atomique, qui assure la réalisation de l'arme nouvelle, à la différence du général Ayoret, qui lui souscrira tout à fait à cette décision, au regard précisément de l'ordonnance de 1945. Alors précisément, au regard de l'état d'avancement des travaux sur l'énergie atomique, deux questions vont se poser très vite. Faut-il fabriquer la bombe atomique? Et si oui, quelle institution serait chargée, le CEA ou les armées? Donc là, évidemment, il faut parler maintenant de la politique gouvernementale en matière du nucléaire. Et ici, souligner le rôle clé, dans la période qui nous concerne, de Félix Gaillard, secrétaire d'État à la présidence du Conseil, d'août 1951 à juin 1953. Parallèlement, et je dirais ces deux concerts, celui qui va gouverner le CEA à l'époque, c'est Pierre Guillemat, administrateur général du CEA, sur une très longue période, donc de 1951 à 1958. Donc c'est sous l'égide du secrétaire d'État Félix Gaillard qu'est adopté par le Parlement en juillet 1952 le premier plan quinquennal de l'énergie atomique, qui prévoit en particulier la création de ce qu'à l'époque on appelle des piles atomiques, c'est-à-dire 2 réacteurs nucléaires, plutonigènes, c'est-à-dire qui vont permettre de produire du plutonium. Mais encore une fois, à l'époque, on parle au sein précisément des milieux gouvernementaux de la patte d'oie, avec l'idée que c'est un tronc commun, qu'on lance le processus, mais que la décision n'est pas encore prise formellement de se lancer dans un programme nucléaire militaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que lors des débats sur ce premier plan quinquennal de l'énergie atomique, il y a un amendement du Parti communiste qui est déposé en juillet 1952, et la déclaration de Félix Gaillard est extrêmement révélatrice. Je cite, « Il serait vraiment curieux, alors que tant de pays de part et d'autre du rideau de fer fabriquent des armes de destruction massive, de voir la France se refuser par principe la possibilité d'en faire pour assurer sa propre défense. » Donc en fait, comme je l'ai dit, c'est l'année 1954 qui va être un tournant dans ce domaine. D'abord, l'hypothèque de la CED, de la Communauté européenne de défense, dont le projet en fait prétendait interdire formellement à la France de fabriquer une arme atomique sans l'aval de ses alliés européens. C'est-à-dire à partir du moment où la France aurait dépassé le stade des 500 grammes de production de plutonium, elle devait demander l'accord formel des États membres de la CED si elle pouvait continuer à en fabriquer plus. Donc pour la France, et en particulier pour ceux qui étaient favorables au programme nucléaire militaire, c'était évidemment inacceptable. L'idée de ce projet du nucléaire militaire fait un examen en comité de défense nationale en septembre 1954, avec ce qui va donner lieu à la décision prise à partir de décembre 1954 par Pierre Mendès France de s'engager dans un programme nucléaire militaire. Parallèlement, on voit que Pierre Guillemat réagit très vivement en interne du CEA pour contrer les initiatives internes. En particulier, il y a une très grande pétition signée par un tiers des membres du CEA en 1954 contre l'arme nucléaire. Et c'est Pierre Guillemat qui répond très fermement et qui arrive à désamorcer cette crise.
Donc la confirmation du rôle du CEA en la matière est tout à fait acceptée, et en particulier, celui qui joue, encore une fois, joue un rôle important dans ce domaine, c'est Pierre Mendès France, et qui va en fait créer l'ancêtre de la direction des applications militaires du CEA dès la fin décembre 1954. Ça s'appelle le Bureau d'études générales, qui deviendra opérationnel à partir de mars 1955. Alors pour terminer, pour conclure, on voit que la guerre de Corée a mis en exergue le rôle du nucléaire militaire dans les relations internationales, et notamment le rôle du déclaratoire. Et le rôle du déclaratoire, quand on parle de dissuasion nucléaire, est tout à fait fondamental. D'autre part, la mise en place d'une réelle stratégie de dissuasion nucléaire américaine. On voit également se mettre en place vraiment des interrogations sur la réalité des garanties de sécurité de l'allié américain en direction de l'Europe. Et c'est clair, en particulier avec l'adoption par les États-Unis de la stratégie des représailles massives, sans aucune concertation avec les alliés européens, et en particulier français. On voit que la France souhaite agir par elle-même, pour reprendre l'expression du général de Gaulle, de 1954 d'ailleurs, et qui est en fait tout à fait en cohérence avec ce qui vient d'être dit. Du côté français, on voit très clairement qu'au sein de l'OTAN, les liens de dépendance envers l'allié américain sont très, très forts, et qu'à l'inverse, les limites de son influence, de l'influence française sur les choix stratégiques de l'OTAN restent limitées. Mais à côté de ça, c'est pour ça qu'il faut aussi relativiser, on voit que l'influence du cadre OTAN dans, je dirais, la grammaire sur la pensée stratégique nucléaire française est important à travers les grandes figures, plusieurs grandes figures dont j'ai parlé. On pourrait aussi ajouter évidemment le général Beaufre qui à la fin des années 50 sera aussi affecté à l'OTAN. Donc tout ça est un point vraiment important, encore une fois, à prendre en compte. Donc pour terminer, pour conclure, on voit que la guerre de Corée a créé un terreau favorable pour le lancement du programme nucléaire de défense français en 1954, avec l'idée précisément pour la France de défendre une autonomie stratégique, de pouvoir avoir une véritable politique de défense indépendante, tout en respectant et tout en restant dans le cadre de l'OTAN. Et ça, c'est très clairement, le cadre de l'OTAN n'est jamais remis en cause. Donc la France reste tout à fait solidaire de ses alliés, mais elle veut pouvoir agir par elle-même. Voilà, je vous remercie.